Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous, très heureuse de vous accompagner pour cette matinée exceptionnelle parce qu'on a l'habitude donc de retrouver Iman Mahrougras. Elle est un petit peu malade, on lui souhaite en tout cas un prompt rétablissement, on aura le plaisir de la retrouver dès la semaine prochaine. En tout cas, toute l'équipe vous accompagne jusqu'à 10 h du matin avec bien sûr des rendez-vous et surtout des invités et des thématiques. Nous allons commencer avec la thématique donc de cette nouvelle plateforme qui a été donc mise en place au niveau donc de l'Agence nationale des déchets. Nous allons en parler avec le représentant, le chef de projet Système national d'information sur les déchets. Il sera là pour nous parler de bons thèmes, à savoir les déchets d'activité de soins, la campagne de Club Média, premier rapport national de la gestion des déchets et surtout revenir sur cette plateforme à travers bien sûr un reportage qu'a réalisé pour nous notre journaliste Saïda Mayouf. Nous aurons également à parler théâtre avec cette pièce théâtrale que vous avez pu suivre durant Ramadan et surtout parler donc de cette itinérance donc de cette pièce, le Waqwar. Ce sera donc une pièce théâtrale jouée par Adila Bendemred et surtout tous ceux qui vont l'accompagner, à l'exemple de Tarek Bouarara qui sera parmi nous d'ailleurs, un visage que vous avez pu retrouver et apprécier à travers le feuilleton Timoucha. Il sera là parmi nous pour nous parler bien sûr de ces belles aventures et parler donc de cette pièce itinérante sur tout le territoire national. Nous allons également aussi parler donc de ces examens en ce moment, ça se déroule, c'est justement cette semaine ça a été l'examen du BEM. Nous allons parler aussi des examens du baccalauréat pour la semaine prochaine. Nous allons voir aussi un reportage, le portrait d'une petite jeune fille qui passe son BM, c'est son examen de BM également, avec un reportage signé Sofiane Hamoudi. Eh bien, on aura le plaisir de recevoir un inspecteur de l'éducation nationale qui viendra nous parler, bien sûr, de la tenue de ces examens. Et puis, on fera un gros plan aussi sur un salon qui va sûrement vous intéresser, surtout vous donner l'eau à la bouche. Et oui, c'est le premier salon donc de la confiture de cerises. Vous avez pu déguster quelques cerises. En tout cas, le marché a été inondé. Du côté de Tlemcen, Miliana, en tout cas, ce sont de très belles cerises qui ont été donc mises sur le marché. La production a été donc généreuse cette année et on verra à travers, bien sûr, cette participation. On aura une exposante qui viendra nous parler de ces confitures de cerises. Elle nous vient de Miliana. Et puis, on aura aussi à avoir le plaisir d'être au téléphone avec le champion de natation Salim Iles. Il parlera bien entendu des futurs Jeux méditerranéens et surtout la participation algérienne aux Jeux olympiques prochains à Tokyo. Et donc lui qui est actuellement directeur général des Jeux méditerranéens d'Oran, ils sont en plein préparatif et bon nombre d'équipes sont à Oran aussi pour le travail aussi de préparation. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie, en compagnie d'Amel Haribi, bien sûr. Tout de suite, c'est la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Amel Haribi, bonjour. Bonjour Amel. On n'a pas l'habitude de se retrouver le jeudi matin sur le plateau. Ça a été une surprise pour moi. Eh bien, tant mieux. Oui. On est là, on accompagne nos téléspectateurs et puis on leur donne les nouvelles du ciel, n'est-ce pas? Exactement. Allez, il fait lourd, hein, quand même. Très lourd. Mauvaise très nouvelle. humide, très il fait lourd, humide. Oui, il fait chaud. Oh, oui. Oh. C'est la saison que je n'aime pas, moi. Hydratez-vous, faites attention quand même. Bien boire de l'eau et faites attention aux insolations. Exactement, il va faire très très chaud. Très bien, on vous écoute. Merci Amel, bonjour à tous. Eh bien, comme elle vous l'a dit très bien Amel, eh bien on aura un temps relativement chaud au nord, mais très très chaud vers les régions du sud, plus exactement le sud-ouest et le Sahara central. Pour aujourd'hui au nord, eh bien, le temps sera plutôt humide sur tout le nord, avec un temps dégagé un peu nuageux près des côtes ouest et centre, quelques pluies orageuses attendues vers l'intérieur et le plateau de l'ouest et le centre, pouvant déborder localement près des côtes centre durant la fin de journée et en soirée. Sur les régions de l'Est, eh bien, on aura un ciel le plus souvent voilé avec développement de foyers orageux, mais cette fois-ci en soirée. La moitié sud, quelques pluies orageuses également vers la Saoura, le Nord Sahara et les oasis. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent. Vers le sud-ouest, l'extrême sud, le Guerre Tassili, le
Sahara central et le Sahara oriental, avec des soulèvements de sable un peu partout vers les régions sahariennes, avec un temps relativement chaud, vers très très chaud même, sur le sud-ouest et le Sahara central et l'extrême sud. Les températures, quant à elles, eh bien, Météo Algérie a prévu 39 degrés du côté de Constantine, 31 à Tizi Ouzou, également Oran, Alger, 28 à Oran, 29 à Tlemcen, 30 degrés à Annaba, 35 à Al-Bayad Djelfa, 33 à Batna, au sud 38 Tindouf, également Janet, 36 à Tamanrasset, 40 degrés à Béchar, 41 à Biskra, 44 Gardaya, 46 degrés à Insalah et le maximum cette fois-ci à Drar, Bodj, Bedji Moukhtar avec 47 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes est, mais très agitées sur les côtes ouest et centre, avec des vents qui vont souffler entre 20 et 30 km/h sur les côtes est, 40 à 50 km/h sur les côtes centre et 20 à 50 km/h sur les côtes ouest de secteur sud-ouest. On va faire un petit voyage cette fois-ci vers la partie nord de l'Afrique où le ciel restera partiellement voilé à Rabat, Tunis, également Khartoum, Niamey, N'Djamena, plutôt nuageux du côté de l'Aïon occupé, plutôt dégagé ailleurs. Le mercure affichera 28 degrés à l'Aïon occupé, 24 à Rabat, 32 Tripoli, 34 à Tunis, Le Caire, 38 N'Djamena, également Khartoum, et le maximum cette fois-ci à Niamey avec 39 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, de retour sur le plateau. Merci pour les nouvelles du ciel. Donc, on vous retrouvera à midi Et pour 19h. d'amples, bien sûr, informations sur la météo et les nouvelles du ciel Exactement. de la journée. Eh bien, bonne journée. Bonne journée, Amel. On vous laisse repartir avec une très belle chanson. Et Un plaisir. beau duo que vous aimez bien, en tout cas, c'est le duo Mock Saïb et Friklen. Moi aussi, je l'aime bien cette chanson. Ah ouais, hein. ouais. Et qui chante, bien sûr, Mi Amor. On se retrouve juste après.
Ça vous a mis de bonne humeur, du punch de bon matin, c'est ce qu'il faut pour bien débuter la journée. Nous, on va la débuter avec notre premier invité. Nous allons parler de la gestion des déchets. C'est très important aujourd'hui. Au niveau de l'Agence nationale des déchets, il y a tout un travail qui s'est mis en place, bien rodé, bien huilé, avec toutes les équipes qui y travaillent. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Imad Haket. Bonjour. Bonjour madame, merci de nous avoir invités. Bienvenue parmi nous. Vous êtes le chef de projet Système national d'information sur les déchets. Nous allons vous rendre hommage parce que déjà, ça fait très longtemps que vous travaillez avec de nombreuses équipes pour essayer donc de gérer ces déchets de manière intelligente avec des porteurs de projets, avec des personnes qui s'intéressent justement à cette nouvelle politique de gestion des déchets. Alors, ce qui nous réunit ce matin, c'est cette nouvelle plateforme qui a été mise en place sur la toile pour la gestion des déchets. Alors, avant d'en parler, je voudrais bien vous parler de l'Agence nationale des déchets et ses missions, parce qu'en fait, il y a un rapport entre ce qu'on fait et les missions statutaires de l'ANDE. L'Agence nationale des déchets, c'est une entité publique qui est sous tutelle du ministère de l'Environnement. Et parmi nos missions, c'est l'assistance technique et l'accompagnement des collectivités locales et ainsi les opérateurs économiques. À travers plusieurs actions, parmi ces actions-là, on a la constitution et l'actualisation d'une base de données nationale qui concerne tous les aspects de la gestion des déchets, et aussi la communication, la sensibilisation et la vulgarisation. Et c'est pour cela qu'on a mis en place une plateforme numérique qui est le SNID, Système national d'information sur les déchets. Et ça parle de tous les types de déchets, et de la production jusqu'à l'élimination en passant par la valorisation, le traitement et tous les aspects de la gestion des déchets. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que vous avez réussi à mettre en place un salon assez quotidien, régulier, le salon donc, des déchets. Vous avez eu donc plusieurs intervenants sur le net. Oui, carrément, exactement. Un salon virtuel. Hein. Vous avez remplacé ce salon habituel par ce salon virtuel de manière périodique. Oui, de chaque année. Il est annuel. Chaque année. Oui, Annuel. exactement. Voilà. Cette année, on a eu la participation de plus de 170 intervenants à l'échelle internationale et avec plus de 20 pays africains. Voilà, magnifique. Oui, et ça a été organisé en partenariat avec le Congo. Voilà, et ça vous a permis aussi d'avoir plus de contacts, plus de contrats et bien sûr de nombreux porteurs de projets aussi qui ont participé. Exactement. Oui, et ça pourrait offrir beaucoup d'opportunités pour les porteurs de projets et les investisseurs dans ce secteur-là. Exactement. Alors on salue aussi notre collègue, notre amie, puisque c'est bientôt une collègue avec nous, puisqu'elle passe assez souvent, c'est Sarah Tazrout, qui elle est très dynamique au sein donc, de la communication. Et d'ailleurs aujourd'hui, vous avez un rendez-vous premier club média en fait, avec vous êtes vraiment dans la communication. Oui, exactement. Parmi la politique de l'Agence nationale des déchets, c'est vrai qu'on travaille sur le plan opérationnel ainsi que la communication qui joue un rôle très important de vulgarisation et de sensibiliser le citoyen sur la gestion des déchets. Voilà. Parce que le citoyen, il fait une partie intégrante, primordiale dans le processus de la gestion des déchets. Du coup, on doit travailler là-dessus. Il est le premier acteur pratiquement. Hein. Les ménages et donc les déchets des ménages sont automatiquement recyclés. On a une valorisation de ces déchets aujourd'hui, une nouvelle vie pour essayer d'économiser un petit peu cette énergie qui est malheureusement perdue. Donc il faut réfléchir à trouver donc des solutions pour optimiser cette énergie. Alors on va voir ensemble ce reportage signé Saïda Mayouf qui nous fait découvrir cette nouvelle plateforme de gestion des déchets. Au siège de l'Agence nationale des déchets à Alger, on assiste au briefing quotidien de la cellule de veille et d'alerte. Sa mission, recueillir les requêtes des citoyens concernant les signalements des décharges sauvages à travers tout le territoire national. L'Agence nationale des déchets, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Oui madame. S'il vous plaît, j'ai une requête en fait, le camion ne passe pas dans mon quartier. D'accord, c'est quelle wilaya madame? La wilaya de Médéa. L'Agence nationale des déchets est un intermédiaire entre le citoyen et les collectivités locales. Donc, on va transmettre la requête du citoyen aux collectivités locales. Donc, c'est y compris la direction de l'environnement de la wilaya de Médéa. Oui. Un numéro vert, mais pas seulement. La numérisation s'imposant, une application DIF a été créée en 2019 pour étayer ce processus afin de lutter contre la prolifération des déchets. Donc la différence entre le 3007 et l'application DIF, c'est la viabilité de l'information, qui veut dire l'application elle est utilisable tout le temps H24,
Elle est téléchargeable actuellement sur Play Store, c'est NDIF, NDIF. Donc le citoyen peut la télécharger et peut l'utiliser à n'importe quel moment et n'importe où. Donc ce qu'on a comme information à travers cette application, déjà c'est l'image. L'image, elle nous dit beaucoup sur la gestion des déchets en Algérie. Et aussi, nous avons la géolocalisation, qui veut dire nous avons l'adresse exacte du citoyen ou de la requête. Je peux citer un exemple d'un dépôt sauvage, donc, ou d'un dépôt illicite aussi. Je prends la photo et j'envoie. Elle est traitée, l'information est traitée automatiquement. Nous faisons en sorte de la transmettre d'une manière instantanée aussi vers les acteurs, parce qu'il y a les deux bouts, les deux interfaces. Nous sommes au milieu des deux acteurs qui sont le citoyen et les collectivités locales. Nous transmettons fidèlement cette requête. Dans beaucoup de cas, ces requêtes sont prises en charge. Nous avons reçu hier soir une réclamation de la commune de Saïd Hamdine, la wilaya d'Alger. Justement, nous allons faire une sortie sur le terrain avec les collectivités locales pour soulever le problème et pour trouver une solution. À la cité Saïd Hamdine, sur les lieux de la décharge sauvage signalée, les agents responsables de l'environnement peinent à faire comprendre aux citoyens la nécessité d'adopter une meilleure démarche à suivre pour préserver leur santé et leur environnement. Il a dit le monsieur de l'APC, donc les collectivités locales, ils ont mis les bacs à l'intérieur des cités, ils ont été jetés en pleine nuit et brûlés encore. Les ordures ménagères, c'est les citoyens. On a donné des bacs à ordures pour les citoyens faits dans cette cité et l'ont jeté dans ce terrain. D'ailleurs, j'ai les photos. Après, avec l'APC, on a éradiqué le terrain. On a déblayé tout le terrain, on a clôturé avec la TN40, on a mis des bacs ici, des bacs en plastique. Les bacs en plastique ont été brûlés. L'application mobile NDIF demeure un moyen de taille pour les services communaux afin de repérer les meilleurs endroits et d'y installer les poubelles ou les bennes à ordures selon les lieux, mais aussi les quantités des déchets déversés. Voilà, c'est très difficile de voir justement ce genre donc de déchets et comment ce que l'agence doit gérer tous ces déchets avec bien sûr le citoyen qui doit aussi prendre en considération ce travail énorme que vous faites au sein donc de l'agence, que ce soit vous, que ce soit les agents de Netcom aussi qui travaillent avec vous bien entendu. Alors dans ce sens, l'Agence nationale des déchets a mis en place un système d'éveil et d'alerte. C'est une plateforme que le citoyen peut utiliser, c'est une application mob. Le citoyen peut le télécharger et peut prendre en photo tout ce qui est point noir et décharges sauvages dans le quartier ou bien dans n'importe quel endroit. On peut vous l'envoyer. Exactement. Et puis l'Agence nationale des déchets, elle va transmettre cette réclamation aux communes ou bien aux services spécialisés. Comme le cas d'Alger, on a le PIC Netcom et le PIC Istranet. Et eux, ils vont s'en charger. C'est ça. Alors, on a pu voir justement, c'était d'énormes déchets. Dans le cas où ce sont, donc, vous m'avez dit, des déchets un peu particuliers de construction, par exemple. Oui, des fois on trouve des déchets de construction, des déchets de BTP, c'est-à-dire de chantier et tout. Des fois on trouve des déchets encombrants. On trouve des les déchets d'équipements électroniques et électriques. Oui. Et c'est très difficile de pouvoir gérer tout ça parce que c'est de manière spontanée et il faut que le citoyen, justement, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser un peu plus le citoyen? Alors, l'Agence nationale des déchets travaille sur le volet sensibilisation avec les campagnes qu'on organise. D'ailleurs, on organise actuellement une campagne de quantification. Voilà. En pleine campagne de quantification des déchets ménagers et assimilés. Ça a été fait auprès des ménages. Très bien. Porte à porte. Et du coup, on a pu se rapprocher aux citoyens et le sensibiliser sur l'obligation de faire le tri sélectif, de respecter les horaires de collecte, et ainsi de suite. Voilà. Et bien entendu, ce rapport national de la gestion des déchets, c'est une première aussi. C'est le premier rapport? Oui, exactement. C'est la première version qui a été élaborée par l'Agence nationale des déchets, avec l'instruction de Madame la ministre. Le rapport, il comporte plusieurs parties. On a commencé par tout ce qui est stratégie et politique nationale en matière de gestion des déchets, où on a abordé le volet législatif. On a parlé des différentes lois et textes d'application que le gouvernement algérien a adopté. Et puis on a passé à l'aspect opérationnel, c'est-à-dire on a parlé du SNID, le système national d'information sur les déchets, qui est un outil de gestion, de planification et de monitoring, ainsi le schéma directeur de gestion des déchets. On a aussi le système d'alerte et de veille.
Et puis, on a présenté un état des lieux concernant la gestion des différents types de déchets, c'est-à-dire les déchets spéciaux et spéciaux dangereux, les DMA, les déchets ménagers assimilés, qui sont produits en grande quantité par rapport aux autres types de déchets. On a aussi les déchets inertes qui sont un petit peu marginalisés. C'est un peu les encombrants, c'est ça? Tout ce Non, qui est, les encombrants, c'est autre chose. Les déchets inertes, ce sont les déchets issus des activités de construction, de rénovation, de démolition. Mais les encombrants, ce sont des déchets qui peuvent être issus de ménages, ou bien des activités, n'importe quelle activité économique, mais qui sont en volume un peu plus grand que les autres déchets. C'est-à-dire si on prend les déchets d'équipements électriques, comme les électroménagers. C'est un peu encombrant, c'est-à-dire on ne peut pas les collecter ou bien les gérer de la même façon que les autres déchets. C'est vrai, c'est vrai. Ça d'une part. D'autre part, on a aussi parlé des déchets marins, qui est une thématique un peu nouvelle. Et on travaille là-dessus avec un service spécialisé qui fait une campagne de caractérisation et de quantification concernant les déchets qui se trouvent soit dans la colonne d'eau, dans la mer, c'est-à-dire, ou bien sur les plages. Alors c'est vrai que chaque année, il y a une campagne aussi de nettoyage donc, des plages. Et donc là, les plongeurs ont beaucoup de surprises. Ils ramassent et ils pêchent bon nombre de choses insolites. Tout se déverse dans l'eau et la mer, bien sûr. Exactement. C'est pour cela que l'ANDE travaille en collaboration avec les plongeurs professionnels, les associations et tous les acteurs qui travaillent dans ce sens. Avec vous. Oui. Et c'est pénible de trouver ce genre de choses. Oui, c'est très pénible. Mais... Et c'est ce qu'il faut que justement ce travail en amont que vous faites pour essayer de sensibiliser maximum le citoyen pour éviter qu'il jette n'importe où. Il faut qu'on travaille sur la prévention. La prévention des déchets, c'est la seule solution. Vous faites régulièrement des campagnes d'ailleurs de sensibilisation. D'ailleurs, on l'a vécu avec vous durant Ramadan, avant Ramadan et pendant Ramadan aussi pour éviter le gaspillage aussi de la nourriture, du pain notamment, qui est vraiment un fléau qu'on voit et qu'on constate malheureusement chaque année. Exactement. Et concernant le rapport, pour la première fois, on a parlé de l'impact du Covid-19 sur les activités de gestion des déchets. Parce qu'on a eu une crise et c'était un peu spécial. Du coup, on a essayé de décortiquer et de faire ressortir les différences et les perturbations qu'on a enregistrées au niveau de la collecte et les activités de valorisation des déchets, surtout. Voilà, ça a été très difficile et ça a été un créneau aussi à part pour ce qui est donc la gestion des déchets hospitaliers, c'est des déchets d'activité de soins. On a eu donc une représentante de l'agence qui était venue en parler en particulier et c'est vrai que c'est vraiment très délicat. Donc il fallait récupérer donc les vêtements pour éviter la contamination, les seringues, tout ce qui a été utilisé dans ce domaine-là, spécial Covid. Exactement. Dans ce contexte, l'ANDE a mis en place un plan spécial pour la gestion des déchets issus des activités de soins, notamment les déchets qui sont produits lors de la période de Covid-19, comme les bavettes, comme les seringues. C'est ça. L'incinération aussi sur place, au niveau des hôpitaux, la collecte. Exactement. C'est la seule solution qui est actuellement adoptée par... Très bien. Alors, on aura peut-être un dernier mot pour que vous puissiez nous expliquer ce qu'il vous reste à faire surtout. Alors, l'Agence nationale des déchets ouvre toujours ses portes pour le citoyen. Du coup, le porteur de projet, le citoyen, est pour n'importe quel service, surtout sur l'appui technique ou bien pour l'information, ou bien pour avoir plus d'informations concernant toutes les activités de déchets. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau ce matin. Et puis bravo pour ce que vous faites, vous et toutes vos équipes. Merci. On aura sûrement l'occasion de se revoir pour ce qui est donc d'autres projets et surtout d'autres campagnes que vous menez avec la population. À très bientôt. Je rappelle donc Imad Hakat, vous êtes chef de projet Système national d'information sur les déchets au niveau de l'Agence nationale des déchets. Bonne journée. Bonne journée à vous. Et à très bientôt. On va rester dans l'actualité. Hier, nous en parlions. C'était donc, parlons donc de la journée mondiale de lutte contre la désertification. Nous en avions parlé avec Hamid Belkacem mardi aussi. Eh bien, nous revenons sur cette journée. C'est aujourd'hui, donc c'est avec un sujet donc de Jazia Bayou qui revient sur cette journée de lutte contre la désertification. Sous le slogan « Restauration, terre et reprise », la journée mondiale de lutte contre la désertification, initiée par les Nations Unies, se veut une occasion de rappeler aux nations l'importance de renforcer son système de lutte contre ce phénomène naturel. L'Algérie a été pionnière dans le domaine de la lutte contre la désertification. Dès l'indépendance, déjà on a commencé par des campagnes de plantation
où on a mobilisé la population avec des campagnes de volontariat. Après l'indépendance à 70, ils ont planté 99 000 hectares. Juste après, il y a eu le grand projet du barrage vert. C'était une idée unique, penser à stopper le désert. Et depuis, il y a eu beaucoup de projets, beaucoup de programmes pour la mise en défense, pour la restauration des terres, pour le plan national de reboisement. Pour mieux lutter contre la sécheresse, la conservation des forêts a créé récemment une nouvelle direction qui s'occupe exclusivement de la lutte contre la désertification et la restauration du barrage vert. Suite aux décisions politiques qui ont été prises lors des conseils interministériels de 2019 et 2020, donc il a été décidé de créer une direction qui est dédiée au barrage vert. La spécificité de la journée du 17 juin cette fois-ci, c'est que tout le monde va parler du barrage vert pour faire un petit peu un rappel de tout ce qui a été fait par le gouvernement algérien pour lutter contre la désertification en faisant participer toutes les institutions. Chacun va présenter son expérience, ça va nous permettre d'avoir des rapports nationaux au niveau de chaque wilaya et ce qui va nous permettre d'avoir un rapport de synthèse globale nationale pour dire qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 25 ans. Ça, c'est l'état des lieux. La perspective, c'est ça, c'est de lancer l'initiative nationale pour la restauration du barrage vert. Ça veut dire traiter le barrage vert in situ, là où il existe, sur les 13 wilayas du barrage vert, et parler de son extension vers le nord et vers le sud. Investir dans des terres saines pour un meilleur établissement des moyens de subsistance, tel est le message fort de cette journée de lutte contre la désertification, pour mieux protéger les économies des crises causées par le changement climatique et la perte de la biodiversité. Voilà, de belles équipes qui travaillent sur le terrain pour justement arrêter l'avancée du désert et surtout reboiser autour de nous. L'environnement, c'est très important. Nous en parlons chaque fois dans Bonjour d'Algérie et c'est toujours d'actualité. Nous allons parler théâtre à présent. Nous allons recevoir un visage que vous avez sûrement suivi durant Ramadan. Et oui, un comédien que vous aimez beaucoup. Si je vous dis Michel, eh bien oui, il est là, il est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci pour l'invitation. Michel, c'est le rôle que vous avez endossé dans le feuilleton et la sitcom Taïmoucha, qui a été très suivi par nos jeunes aujourd'hui, cette année. Jusqu'à maintenant, on m'appelle Amon Michel dans la rue, les enfants et tout, et ça fait plaisir. Vous avez taquiné beaucoup donc notre ami Taïmoucha. Alors ça s'est bien passé, ça a été une de vos aventures, on va dire, sur le petit écran de la télévision algérienne, du programme algérien, avec bien sûr le réalisateur Mouzaham, qui a été donc Yahya Mouzaham, qu'on salue ce matin, qui a été très disponible pour vous, et surtout il a fait de l'encadrement aussi, beaucoup avec les comédiens, mais avec nous aussi il a été très disponible et on le remercie d'ailleurs. Alors ce qui est bien de rappeler, c'est justement tout ce travail que vous avez fait depuis déjà bien longtemps, vous me disiez, dans le théâtre, ça fait déjà je quelques suis années. un diplômé de l'INADIC, du coup, en 2007, et depuis, j'étais sur scène depuis tout ce temps-là, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me disent la même chose. Ah, on t'a jamais vu, mais en fait... les gens qui vont au théâtre, me connaissent très bien. Voilà, ils vous connaissent. D'ailleurs, ils vous ont bien suivi, Ramadan aussi, avec Adila Ben Nimred sur les planches. Ça a été aussi une très belle aventure. Vous étiez 3 sur scène. C'est une très très belle aventure dont je suis fier aussi. El Waqwaq, oui. Et moi, je préfère dire El Haqni, el Jibal El Waqwaq. Adila, elle a mis El Waqwaq. Oui, c'est une aventure. Ça a commencé par un petit rêve. On était en plein confinement. Elle me dit, oui, Tariq, tu fais quoi? Je dis rien. Elle me dit, tiens, viens, on va faire quelque chose pour garder la forme. Ça a commencé par un petit rêve. On a commencé à écrire. Et après, on a dit, tiens, pourquoi on n'ajoute pas un autre comédien, un musicien qui est devenu musicien et comédien. On le salue, Bob. Et après, c'est devenu un décor. En tout cas, le public a beaucoup aimé. Le public a adoré ce voyage. En fait, c'est un voyage qu'on propose pendant 1h10. C'est un décor aussi particulier, donc une mise en scène aussi particulière. Et donc, c'est toute une aventure. Il y a eu quelques petits soucis et ça,
ça, c'est très dur pour vous, les comédiens, quand le public arrive et les répétitions, c'est encore là, etc. Ouais. Adila en avait un petit peu souffert, elle nous en avait raconté quelques aventures Oui, et en quelques fait, mésaventures. Mais c'est ça le charme de pouvoir travailler avec... C'est un spectacle vivant, on l'appelle comme ça, parce qu'en ça. fait, à chaque fois, il y a un truc qui se passe. Oui. Il y a toutes les soirées sont différentes. Ça, c'est l'anecdote. Une soirée où Adila, elle n'arrivait plus à respirer. Et j'étais là et je la voyais toute blanche. Et j'ai dit, mais comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se terminer? Mais après, elle s'est ressaisie et le public n'a rien vu de cela. N'a rien vu. Tant mieux. C'est ça, justement, la magie donc, du spectacle. À chaque fois, on a un truc. C'est toute une énergie sur scène. Et vous débordez d'énergie. Le public n'est pas le même aussi. Le public n'est pas le même. Du coup, c'est une autre énergie. Dans la salle, c'est la dernière représentation était magnifique. Il y avait un public qui était chaud, comme on dit. C'était super. Voilà. Super. Alors, justement, cette pièce, c'est la bonne nouvelle que vous êtes venu annoncer. C'est que ça sera une pièce itinérante. Vous allez donc faire une tournée sur toute l'Algérie, pratiquement. On va faire une petite tournée. Pas toute l'Algérie, on aimerait bien un jour visiter toute l'Algérie, mais ça va faire quelques wilayas de l'Est, de l'Ouest aussi. Voilà. Et ça va commencer quand? Dites-nous. Demain. On part demain. Ouais, vous prenez la route. On prend la route à Borj Barerij. Et après, on va faire Bouira, après Tizi Ouzou. On rentre 2 jours à Alger, après on attaque l'ouest. Très bien. Voilà. Et vous avez fait votre communication, plan média? Oui, tout a été fait sur les pages, sur la page Warkwak, on trouve tous les infos. Sur ma page aussi, Adila aussi. Et on essaye de faire le maximum de... Voilà. On a eu en tout cas le plaisir et la chance d'avoir Adila sur notre plateau. Elle était venue nous parler justement de cette pièce théâtrale. Elle était venue faire l'annonce de cette pièce théâtrale. Elle était très fatiguée parce que ça veillait le soir et puis il fallait qu'elle soit là le matin dans Bonjour d'Algérie. Mais son plaisir, c'est justement de retrouver son public. Vous-même, en tant que comédien, c'est votre plaisir justement. Bien sûr, c'est un plaisir de retrouver le public parce que... tout le mois de Ramadan, on a joué ici sur Alger. Et on a eu des messages des gens d'encouragement, félicitations d'Alger qui demandaient quand est-ce qu'on passe chez eux. Très bien. Et là, enfin, on va passer chez quelques-uns. Voilà. Venez. Et puis, bien sûr, ça a été aussi l'occasion de renouer avec les spectacles parce qu'avec la pandémie, tous les grands spectacles, les salles étaient fermées. Donc, ça a été très dur pour les comédiens. Adila, justement, en souffrait de ne pas pouvoir monter sur scène, de ne pas faire aussi de comédie. Et c'était pour elle le retour sur scène également. Pour vous, c'est la même chose? Pour moi aussi, parce que je pense que mon dernier spectacle était Ali Betchin avec Myriam Medjaken. Et depuis, j'étais pas sur les planches jusqu'à le Warkwak. Voilà. Et le retour était avec beaucoup de joie. Magnifique. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que vous êtes comédien. On vous a vu à la télé. Ça aussi, c'est une autre aventure. Vous allez nous dire quel est le choix que vous faites. C'est dur de vous demander le choix. Mais vous êtes aussi dans la formation. Oui. Vous formez des jeunes, vous leur donnez cet amour des planches et vous les invitez à découvrir ce beau métier qui est la comédie. Bah écoute, ça fait 5-6 ans que je me suis lancé dedans et c'est une grande joie d'apprendre aux futures générations notre métier, même si... Il y a des gens qui viennent me dire « Ah, mais ça me donne envie de continuer. » Continuer. Parmi les bienfaits justement du théâtre, ça fait plaisir. C'est de pouvoir s'exprimer plus facilement, avoir cette chance d'affronter le public et de... et de rêver et de donner ce rêve aussi. Et de faire vaincre sa timidité aussi, quelque part. Oui, ça c'est ça aussi, mais le plus c'est que vous avez la chance de faire rêver l'autre. Oui. Et ça, c'est quelque chose de beau.
Ça, c'est quelque chose de beau, de donner un peu de rêve. Voilà. C'est ce que vous faites et d'amour aussi. Chaque fois que vous montez sur scène, bien sûr, avec d'autres comédiens, de belles équipes et toute une famille aujourd'hui qui se recompose en fait le temps d'une prestation théâtrale. Ben, à chaque fois, après chaque représentation, on a le public qui arrive, qui envahit les loges pour nous saluer, pour dire à quel point il était heureux. Et ça, c'est beau. C'est un amour propre. Voilà. Et ça nous fait plaisir, plus que les applaudissements en fait. Voilà. Parlez-nous un petit peu de ce rôle, donnez-nous envie de venir voir, puisque bon, certains connaissent. C'est deux histoires de Mille et une nuits. C'est l'histoire de Hassan al-Basri et Sindbad al-Bahri qu'on a mélangé, qu'on a réadapté, qu'on a ajouté des choses de notre vécu, de notre culture aussi. Il y a Aqwal de Abdelrahman al-Majdoub, il y a plein de choses. Et en fait, Adila me dit, tiens, pourquoi ne pas Sindbad en fait, pourquoi Sindbad n'est pas une femme qui s'est déguisée en homme? Parce que dans les Mille et une nuits, il y a plein d'histoires des femmes qui se déguisent pour combattre, pour voyager, c'est plus facile, quoi. Et je dis oui, tiens, pourquoi pas. Et on a commencé à écrire, et c'est en fait l'histoire de cette femme qui a vécu avec son père. Il lui a appris tout, l'art de la guerre, comment chevaucher, comment combattre, la vie, quoi. Et à son décès, elle se retrouve cloîtrée derrière des murs et elle cherche sa liberté. Et elle part en voyage, et de voyage en voyage, elle se découvre. Elle vire dans le côté obscur à un moment donné, après elle se rattrape, et elle rencontre plein de gens, plein de personnages. C'est en fait ça, l'apprentissage de la vie. Voilà. Et c'est une histoire, en fait, c'est une histoire aussi d'amour. Parce que je le dis quand faut pas tout révéler. Je dis... C'est une histoire, c'est vrai, c'est une histoire de survie, d'espoir, mais d'amour aussi. Parce qu'il y a toute une histoire d'amour. Qu'il faut aller découvrir. Voilà, alors première donc, ville où vous allez donc vous produire, ça sera Bourj Bouariri, ça sera à partir donc de demain déjà, vous êtes sur la route. Demain déjà on est sur la route et on joue le soir. Et la salle de spectacle qui s'appelle je pense que c'est la Maison de la Culture. La Maison de la Culture, très bien. Et puis par la suite, donc il y aura Bouira, c'est ça. Aussi. Vous allez continuer ensuite Tizi Ouzou, retour à Alger. Retour à Alger, 2 jours de repos. Et après, l'Ouest plutôt. L'Ouest. Ouais. Vous avez des dates ou Oui, on a des dates. On a déjà Mostaganem, on a Tlemcen, Mosghanem, Sidi Bel Abbas, Saïda. Très bien. Voilà. À partir du mois de juillet, je suppose. Non, tout se passe ce mois-là. Ah, d'accord. Ça va être très intense. Ça va être intense. Genre, on arrive dans une ville la matinée, on joue le soir et le lendemain, rebelote. Voilà. Et sur Alger, vous allez vous reposer, vous n'allez pas jouer donc? Non. Sur Alger, ça va être le 2, je pense, le 2 juillet, Villa Abdeltif, la dernière représentation pour cette saison. Donc, il ne faudra pas rater sur avant la saison prochaine, parce qu'on va revenir la saison prochaine. D'autres projets? Pour le moment, c'est des projets d'écriture. Cinéma aussi. D'accord. On prépare pour le film de La Dernière Reine, avec Adila Ben Dimad. Oui, elle nous en avait parlé d'ailleurs. Voilà, et normalement on commence le tournage le mois de La septembre. Dernière Reine d'Alger. Oui, c'est une histoire très fascinante. Les histoires comme elle les aime aussi, Adila surtout. Adila aime les histoires, elle adore les histoires. Et du coup, voilà, on va entamer le tournage de ce film. Très bientôt, Inch'Allah. Et puis vous viendrez en parler après. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Et puis d'autres pièces théâtrales. On est chez nous ici. Eh bien, marhaba bikoum. En tout cas, on est très heureux de vous avoir reçu ce matin. Je rappelle Tarek Bouarara. Vous êtes donc le comédien qui a joué dans cette pièce, le Waqwaq aussi. Temoucha, que vous avez pu découvrir à travers son interprétation de Michel. Vous avez adoré. Et puis, bien sûr, d'autres spectacles et d'autres pièces théâtrales que vous avez aussi jouées. Oui. On ne va pas toutes les énumérer, mais en tout cas, votre public vous connaît bien et vos fans vous suivent également un peu partout. Merci pour l'invitation. Un dernier mot
Je dis, ben, venez nombreux. Il y a toutes les informations sur la page Waq Waq, Instagram et Facebook. Et on vous attend. Voilà. Et puis on n'oublie pas qu'il y a le théâtre La Fourmi aussi. Oui. Oui, très important ce théâtre, Le petit c'est théâtre à Oran. Oran. En fait, on a joué la première de cette pièce. Yes, exactement. En tout cas, bravo pour toute cette équipe solidaire et surtout qui veut absolument faire émerger donc, la culture et faire découvrir des beaux talents. Merci à vous. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. On continue. Je vous invite tout de suite à cette petite détente musicale avec le groupe Day qui chante Ejroulia. Voilà, ça vous a mis en forme, du punch encore une fois pour cette balade musicale avec le groupe Day. Nous allons parler donc des examens de fin d'année. Et bien sûr, on parle de l'examen de 5e, ça y est, ça s'est passé. Et l'examen de BEM aussi, donc on parle aussi de l'examen du baccalauréat, donc la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est le dernier jour donc, de l'examen du BEM. Nous allons en parler avec notre invité. Il s'agit de Merzouk Smahil. Bonjour. Bonjour Amel, bonjour, merci, bonjour
bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir de me retrouver ici donc, pour débattre un petit peu de la situation et de la question de l'heure, à savoir les examens de fin d'année scolaire. C'est ça. On en parle beaucoup. On a eu donc des représentants donc, du ministère de l'Éducation nationale. On a parlé un petit peu de la date surtout et surtout du stress que vivent les jeunes aussi quand ils ont des examens de fin d'année, avec aussi la charge donc, et la pression des parents qui en rajoutent surtout. Mais c'est vrai que pour le bon déroulement des examens, à chaque fois on parle des programmes, on parle à chaque fois donc de cela. Alors aujourd'hui c'est le dernier jour de l'examen du BM. Vous avez vécu ça aussi avec vos jeunes? Du côté de Tizi Ouzou cette fois-ci. Bouira. Plus précisément de Bouira. Justement, c'est aujourd'hui le dernier jour de l'examen du BEM. Donc les 600 000 candidats qui sont appelés à passer cet examen. Je les ai vus, je les ai rencontrés hier, avant-hier, donc parfois des situations, des hauts, des bas, c'est en dents de scie. On dirait c'est en dents de scie, donc il y a des matières ou des sujets qui sont vraiment à la portée de la grande majorité des élèves, des candidats. Par contre, j'ai remarqué hier, parce qu'il y a certains candidats qui rouspètent, ils disent que le sujet des mathématiques, c'est un petit peu difficile. Ils ne s'attendaient pas peut-être à une dose pareille, mais quand même c'est surmontable. C'est surmontable. Oui. Alors c'est vrai qu'en tant que vous, ancien inspecteur de l'éducation, vous êtes toujours dans l'éducation bien sûr et vous êtes soucieux du bon déroulement aussi des examens. Vous avez cette expérience donc des années précédentes avec vos professeurs, le travail en amont qui se fait pour l'enseignement bien sûr des différentes matières, des coefficients aussi, donc des matières. C'est très important. Les élèves sont pareils aujourd'hui, avec bien sûr, à l'excepté bien sûr de cette pandémie qui a un petit peu bouleversé certaines habitudes. Il faut dire que cette année a été une année tout à fait exceptionnelle. Donc les élèves, c'est-à-dire ils se sont donnés à fond, ils veulent tous réussir. C'est tout à fait normal, mais le problème c'était la surcharge pour cette année, le travail avec les groupes. Les groupes, donc parfois ils sont là le matin, ils sont là l'après-midi et tout, donc et surtout avec la rentrée quand même c'était un petit peu timide, c'était une rentrée, il faut le dire, c'était une rentrée scolaire timide avec les précautions qu'il faudra prendre, des mesures barrières, l'alternance des cours. Tout à fait. Donc, c'était une situation particulière. Il faut toujours prévoir des mesures particulières pour cette Bien sûr, mais arrivé à la fin du programme, c'était justement le challenge. C'était un marathon. Oui, un marathon pour continuer, terminer le programme. Tout à fait, c'était un marathon et pour les élèves et pour les professeurs. Oui, parce que le programme n'a pas changé. Les journées ont été alternées, mais le programme est toujours le même. Le programme est toujours le même. Le programme est toujours le même. Donc c'est vraiment la course. C'était la course contre la montre. C'était vraiment, les élèves sont donnés à fond pour atteindre, c'est-à-dire la fin du programme. Et ce n'était pas facile pour eux, mais ils ont tenu le coup, je leur rends hommage. Parce que je les ai vus, je les rencontre quotidiennement. J'ai vu alors, leur déplacement de l'école publique et leur déplacement, ils sont à la recherche du moindre savoir. Ils se déplacent d'une école privée à une autre. Voilà, les cours particuliers aussi. Voilà, des cours particuliers, les cours de soutien et tout. Ils se sont donnés à fond et ils n'ont pas lésiné sur les efforts. Et je leur dis franchement, je leur souhaite vraiment plein succès parce qu'ils ont souffert cette année. Qu'en est-il des petits justement aujourd'hui, ça y est, c'est les vacances, ils sont soulagés, ils ont attendu aussi les résultats. Donc aujourd'hui l'examen, l'examen du cinquième, donc normalement c'est l'affichage, c'est aujourd'hui. Donc apparemment sur ce qu'on entend par-ci par-là, les résultats, donc ils ne seront que satisfaisants. Et pour le BM, bien sûr, ça a été une semaine aussi très angoissante pour ceux qui ont travaillé. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour, mais Amel, si tu me permets, je veux attirer l'attention sur les parents. Ça, c'était les classes d'examen. Voilà, avant l'examen, donc du BM, un peu partout sur le territoire national. Tout à fait, mais le problème il se pose essentiellement chez les parents. Les parents, ils sont stressés et c'est de leur droit. Ils veulent voir leurs enfants réussir. Mais leur progéniture réussir, absolument. Oui, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le stress
qui gagnent les parents, ils le transfèrent d'une manière automatique vers leurs enfants, sans se rendre compte. Donc quand le candidat voit ses parents angoissés, stressés, automatiquement, il le sent, il le ressent. Donc les parents sont appelés aujourd'hui à faire preuve d'une sagesse, d'une grande responsabilité, ne pas afficher cette angoisse devant leurs enfants. Parce que c'est contagieux. Oui, c'est contagieux, donc essayons quand même en tant que parents, essayons donc de cacher cette angoisse et ne pas l'afficher pour mettre les enfants candidats dans des situations de calme, de sérénité, de confiance, pour qu'ils puissent affronter les sujets d'une manière naturelle. Et à chaque fois, il faut leur dire que l'examen, ce n'est qu'une journée comme les autres. Il ne faut pas... Et l'échec fait partie aussi de la vie et des exercices de la vie. Ce n'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Donc l'échec, il fait partie. Donc, essayons de leur donner confiance, de leur donner du courage pour affronter cette situation et leur dire tout simplement, l'examen, c'est une composition comme celle du premier et deuxième trimestre, donc c'est pas grand-chose. Donc pour les encourager et leur permettre d'aller de l'avant. Le plus difficile justement quand on est en classe d'examen, c'est de pouvoir revenir sur tout le programme et ça c'est un peu compliqué pour l'élève, une surcharge de travail avec un temps assez court peut-être pour pouvoir revoir tous les cours. C'est ça qui fait peur peut-être à l'élève. Non, mais justement, c'est la préparation de l'examen. Il ne faut pas attendre. Non, c'est toute une année. Il ne faut pas attendre le dernier mois pour aller consulter et revoir tous les cours. Voilà. Sinon ça se complique. Ça se complique davantage. Donc, l'examen du BEM, il est préparé à partir du mois de septembre. Voilà. Le premier jour de la rentrée, l'élève se fixe dans sa tête qu'il a un examen, donc il le prépare aujourd'hui, parce qu'en éducation, on dit toujours, demain c'est aujourd'hui. Exactement. Alors, restez avec nous. On va voir justement le portrait d'une jeune fille qui se préparait à aller passer son examen. C'est vrai que beaucoup, la veille, se préparent d'une manière ou d'une autre. Ils sont stressés, ils sont fatigués, ils ont envie donc de changer d'endroit et pour pouvoir s'extérioriser un petit peu avec des amis, sortir. C'est ce qu'il faut, c'est ce que vous recommandez d'ailleurs. C'est justement, c'est le seul moyen pour lui permettre de décompresser. C'est-à-dire qu'il va évacuer toute la fatigue, tout le stress qu'il a emmagasiné pendant de longs mois. Donc il faut lui permettre de sortir et oublier. C'est ça. Et en ce moment, il y a beaucoup donc, de personnes qui travaillent sur cela, le stress des adolescents, comme par exemple des cours de yoga pour essayer donc de se relaxer, se détendre l'esprit et pouvoir aussi travailler sur ces examens. Tout à fait, parce que l'examen, il y a une préparation matérielle, une préparation psychologique. Il faut lui donner la part du lion, la préparation psychologique. Voilà, alors on va voir justement cette petite jeune fille. Elle s'appelle donc Ashwaq Belahnesh. On va la voir tout de suite à travers ce reportage signé Sofiane Hamoudi. Ashwaq, 15 ans, passe son examen pour accéder au lycée. Son objectif, décrocher son BEM. D'ailleurs, elle s'en donne les moyens. Elle a commencé ses révisions depuis des mois. Elle n'éprouve aucun symptôme de stress. Quant à ses capacités et sa volonté de réussir est indélébile. Des fois, je lis la matinée, mais je fais des cours l'achia. Et quand je lis l'achia dans le lycée, je fais les cours le matin. Après, quand je rentre à 15h, 16h, je me repose très bien. Après, je prends mon café ou je vais réviser. Djini Saïba Lara parce qu'elle est riche, elle a plein de choses à savoir et à comprendre, donc Djini Saïba. Je les aime tous, mais Kane, la prof de français, parce qu'elle comprend la psychologie des enfants ou je sais comment je toucher le message et tout. Il ne reste plus que quelques heures pour Ashwaq. Elle n'a qu'un seul objectif dans sa tête, son diplôme. Je remercie mes parents de m'avoir soutenue et m'encouragée. Aussi, je remercie mes enseignantes
Et je souhaite la réussite à tous qui vont passer l'examen demain et surtout mes amis et mes camarades de classe. Je pense qu'elle a fourni beaucoup d'efforts pendant toute l'année et les résultats sont là. Elle a eu des bonnes notes, d'excellentes notes. Donc je lui souhaite une réussite ainsi qu'à tous ses camarades et à tous ceux qui vont passer l'examen demain. À nos jeunes, à nos enfants. Inch'Allah, une bonne réussite et un avenir meilleur, Inch'Allah. En attendant, elle continue à vivre simplement, gentiment, avec un cœur ample d'espoir de continuer ses études au lycée et demain à l'université. Bon courage à tous. Voilà, bon courage à tous ces jeunes qui s'apprêtent à passer aussi l'examen du baccalauréat la semaine prochaine. Et puis on dit bonne chance pour les résultats, les résultats donc, de l'examen de 5e, pour ces enfants qui sont aussi stressés, tout jeunes déjà et stressés. Et puis ceux qui terminent aujourd'hui leur examen de BEM. Oui, donc d'abord, bonne chance pour ceux du BEM. Aujourd'hui, donc c'est le dernier jour. On a vu la petite jeune Ashwar, son papa est fier d'elle. Tout à fait. Voilà, on est content. Donc, je dirais mabrouk à l'avance pour ceux qui auront leur examen de 5e. Et beaucoup de courage, beaucoup de ténacité pour les 742 000, comme ça, le chiffre avancé à partir de dimanche, qui vont passer le baccalauréat. Donc, je leur demande uniquement de respecter certaines conditions. C'est-à-dire ils doivent dormir suffisamment. Se reposer, bien sûr. Se reposer, manger quand même d'une manière équilibrée. Ils doivent éviter les nuits blanches. Les nuits blanches parce que c'est pas le moment de faire ces nuits pour et tout. Donc comme ça ils vont éviter le stress. Je leur souhaite plein succès, bon courage. Et Inch'Allah, on va les retrouver avec un taux de réussite quand même. On va les voir justement en pleine révision, puisque notre journaliste Fella Abraz en a suivi certains. On va voir ces révisions justement avant l'examen du baccalauréat. Regardez, on se retrouve juste après. L'examen du baccalauréat approche à grands pas. Comment s'organisent les lycéens, les futurs candidats, dans leur révision? On va commencer à arranger entre nous. Donc j'ai un groupe d'amis, si on a le temps, on se rencontre pour faire des révisions ensemble. Et si j'ai des cours, je révise tout seul. Bon, on révise quand les cours au lycée. On fait les cours, on fait les révisions ensemble, on fait les révisions tout seul. Il faut faire tous vos efforts pour avoir un bon bac et un bon niveau. J'essaie le maximum de réviser plusieurs matières sur le maximum. Aujourd'hui des sciences, le lendemain des maths, après des physique. En général tout seul parce qu'en groupe c'est difficile à maintenir en fait le sujet. Parce qu'on va dériver, on passe à autre chose, on va discuter, on va rire, on a du mal à tenir le sujet pour réviser. C'est difficile cette année avec le Covid, mais je pense que ça va être facile le bac techniquement vu les circonstances, les jazz ou là. Les visio Inch'Allah le bac. Je révise toute seule sur YouTube. Il y a plein de profs, ils ferment très bien. Révision en groupe ou en solo, à la maison ou à la bibliothèque, le choix est multiple, mais l'objectif est commun. Obtenir le sésame qui assure l'entrée à l'université. Voilà, en tout cas, on leur souhaite bon courage à tous ces élèves, bien sûr, du bac en terminale, qui ont beaucoup à travailler pour réussir et décrocher ce fameux sésame, l'examen du baccalauréat, pour aller ensuite retrouver les bancs d'université. C'est vraiment très symbolique pour les élèves, mais aussi pour les parents. C'est une grande fierté aussi. C'est une grande fierté. D'abord, c'est un visa. Et faire des études supérieures leur permettra d'accéder quand même à des postes de travail, du savoir, de la recherche. Voilà, donc l'Algérie n'attend que ces jeunes
étudiants. Nous avons vu l'école algérienne qui a formé aussi bon nombre d'aujourd'hui de personnalités qui ont brillé partout, ici en Algérie ou ailleurs, oui. Voilà, qui sont la fierté bien sûr du système éducatif. C'est la fierté du système éducatif, c'est la fierté de l'université algérienne. Et la persévérance de chacun. Hein, oui, la persévérance, donc souhaitons les voir quand même aller dans le sens d'un travail sérieux, des études poussées, pour qu'ils réussissent, bien sûr. Alors, vous m'avez raconté une belle anecdote, là, justement, qui vous a rappelé le travail et surtout le travail énorme des professeurs. On leur rend hommage aussi, par la même occasion, des professeurs aussi très téméraires qui adorent leur métier. C'est très important quand on aime son métier, qu'on sait justement pouvoir rendre justement à ces jeunes le savoir aussi, donner le savoir de manière... C'est ce qui m'a marqué dans le reportage de cette jeune fille qui nous a parlé de son enseignante de français. Elle a dit que j'aime mon enseignante, donc elle travaille. Ouais. Elle travaille. Vous voyez quand on aime son professeur, automatiquement on va travailler. On aime la matière automatiquement. Donc pourquoi c'est la pédagogie. Tous les professeurs n'essayent pas de se faire aimer par leurs élèves, et c'est gratuit. Ouais. C'est gratuit, on ne dépense rien. C'est juste le sourire, mettre les élèves en confiance, leur être à la place du père et du parent à l'intérieur de l'établissement. Et c'est tout ce que les élèves attendent. Exactement. Ils n'attendent pas grand-chose, il suffit d'un sourire, d'une prise en charge psychologique des élèves, et tout va dans le bon sens. Exactement. Parce qu'une fois les élèves aiment leur professeur, et automatiquement la matière... il faut être pédagogue aussi, et surtout psychologue aussi avec ses élèves. La psychologie de l'enfant, elle est indissociable du travail pédagogique. Tout à fait. Elle est indissociable. Alors on rend hommage aussi à cette enseignante de français qui était donc de Tizi Ouzou, qui est partie à Msila, qui a enseigné et qui a rencontré une jeune fille. Vous nous l'aviez raconté? Tout à fait. C'est une jeune fille de Msila, donc comment dirais-je, elle a perdu son père, donc c'est une famille modeste et paisible. Donc on n'avait pas les moyens de se payer ses études, les frais de scolarité et tout. Donc elle a été prise en charge par l'enseignante. Par la suite, donc ça s'est passé en 3e, 4e année moyenne au CEM. Puis elle a, quand même l'enseignante, même l'élève est partie au lycée, elle a continué à la prendre en charge. Donc, et en hommage à et pour rendre hommage à cette enseignante, cet élève, une fois le bac décroché, elle est partie faire une licence de Tamazight. Voilà. C'était la seule façon pour elle de lui rendre hommage. De lui rendre hommage. J'ai eu l'occasion de rencontrer cette jeune fille. Donc, elle m'a dit, c'est elle qui m'a raconté ça. Donc, c'était important. C'était important quand on prend en charge, quand on comprend la situation sociale. De nos élèves. Donc, quand on les prend en charge, les élèves, ils ne sont pas indélicats. Voilà. Ils le rendent bien. Ils travaillent. Et ça a été l'exemple pour elle, cette jeune fille. Les enfants, c'est-à-dire, je le dis en connaissance de cause, les élèves savent ce que c'est que la gratitude. Ils savent ce que c'est que la gratitude. Donc, à chaque fois qu'on leur donne juste un petit peu, ils le rendent d'une manière formidable. Donc, voilà, bravo à tous ces enseignants aussi qui ont travaillé durement cette année avec les élèves et puis qui aiment donc leur métier. On leur dit bon courage parce qu'eux aussi vont encore surveiller aux examens, aussi corriger les feuilles d'examen et puis ça sera ensuite les vacances. Oui, ils sont appelés à faire beaucoup d'efforts, à fournir beaucoup d'efforts de surveillance et de correction. Je sais que ça veut dire comment c'est difficile, les déplacements surtout pour la surveillance parce qu'ils se déplacent d'une commune à une autre, d'une daïra à une autre. Donc quand même, je leur souhaite bon courage. Et ils ont travaillé durant toute l'année. Donc voilà, restez avec nous. On va prendre un appel tout de suite. On aurait bien aimé l'avoir aussi sur le plateau, mais ça sera pour une autre fois. Il est très très occupé. C'est notre champion national donc de natation, Salim Ilès, qu'on a donc plaisir à recevoir par téléphone ce matin. Bonjour.
Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et surtout, merci de nous accorder. D'être parmi vous. C'est gentil. Merci de nous accorder ce peu de temps parce que vous êtes très affairé à Oran. Vous êtes donc le directeur général des Jeux méditerranéens d'Oran et vous êtes en plein préparatif aussi pour cette belle aventure, mais aussi nos équipes olympiques qui travaillent d'arrache-pied pour préparer les futurs Jeux olympiques. C'est bientôt. Il ne reste pas grand-chose. On leur souhaite tout le succès possible et puis on les soutient à 100% pour ce grand événement que chaque sportif rêve d'y accéder. Exactement. Et pourquoi on a voulu que vous soyez parmi nous ce matin, c'est que vous représentez très bien même la journée olympique, c'est aujourd'hui, et c'est célébré partout dans le monde. Et justement, vous êtes un parfait exemple donc de persévérance et surtout de représentativité de notre emblème national, des valeurs aussi sportives, puisque vous avez remporté bon nombre de médailles et de coupes, et surtout, vous avez un palmarès assez impressionnant dans le domaine de la natation. Ben, c'est sûr que les valeurs de l'olympisme, les valeurs de la fraternité, du fair play, c'est les valeurs qu'on prône même dans notre entourage, dans nos équipes, même en tant que dirigeant, en tant que responsable. C'est ce qu'on essaie d'inculquer aux collaborateurs, à nos jeunes athlètes. Et puis, il n'y a que par le travail et l'abnégation qu'on peut réussir. Et on n'a jamais rien sans rien. Il faut souffrir pour pouvoir savourer une victoire, c'est exactement ça. Voilà, et vous avez beaucoup de souvenirs donc, de ces journées, de ces rencontres et rendez-vous olympiques. Vous avez été aussi porte-drapeau, donc vous avez représenté l'Algérie aussi, c'était en 2008 ? C'était en 2008, effectivement. J'ai fait 4 Jeux olympiques, donc 96 à Atlanta, 2000 à Sydney, 2004 à Athènes, puis... la dernière compétition au niveau international, c'était les Jeux de Pékin, où c'est la consécration, le fait d'avoir été honoré, d'avoir eu le privilège de porter l'emblème national. C'était vraiment pour moi quelque chose qui restait fort dans ma carrière, au-delà des résultats sportifs. Exactement. C'est aussi vraiment un symbole pour tous les athlètes du monde entier aujourd'hui, participer à voir surtout cette médaille olympique. Ben, c'est sûr, c'est le Saint Graal, c'est ce que... Tout athlète rêve de pouvoir accéder déjà à des Jeux olympiques et puis une fois y arriver, bien sûr qu'il y a ce rêve d'être en finale et de pouvoir gagner une médaille. Donc c'est la consécration de toute une vie de travail et c'est ça que chaque athlète recherche dans sa vie. Tout à fait, c'est ce qu'on parlait. On parlait des examens et d'état d'esprit justement des étudiants, mais aujourd'hui on va parler de l'état d'esprit de nos équipes olympiques qui s'apprêtent à partir justement. Ça sera donc un rendez-vous qui a été donc décalé en raison donc de la pandémie. Ça a été décalé au 23, donc la cérémonie d'ouverture, ça sera donc le 23 juillet. Oui, c'est vrai que c'est une année difficile pour nos athlètes. Je n'ose pas m'imaginer à leur place puisque ça a été une année de confinement. Une année et demie de confinement, une reprise très difficile. Il y a eu beaucoup de déperditions, il y a eu beaucoup d'abandon en cours de route. Donc c'est vraiment une année très spéciale. Une fatigue physique aussi. Et physique, bien sûr, mentalement et physiquement, ça a été très dur pour nos athlètes, pour tous les athlètes du monde entier en réalité. Mais c'est vrai particulièrement pour nous parce qu'on a eu un confinement qui a été assez sévère. Donc je pense qu'ils doivent occulter ce côté-là et puis rester positifs pour avoir les meilleurs résultats, Inch'Allah, pendant ces Jeux olympiques. Voilà, et puis bien entendu, on sera là avec nos équipes de la sportive pour suivre tous ces événements, Inch'Allah. Et puis bien sûr, on reste dans l'actualité puisque vous êtes justement aujourd'hui, vous avez une journée très chargée. Vous avez accepté en tout cas de nous parler par téléphone. On vous en remercie. Aujourd'hui, c'est l'inauguration d'un stade à Oran, d'ailleurs dans la perspective donc, des Jeux méditerranéens. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est une vraie première. La population oranaise et algérienne en général attend cet événement depuis un long moment. C'est l'aboutissement de beaucoup d'années de travail pour pouvoir réceptionner ce magnifique stade olympique de 40 000 places. Donc, l'Algérie organise un match amical contre le Libéria, l'équipe A', l'équipe des locaux. Et puis, nous avons collaboré avec la Fédération algérienne de football pour rendre cet événement comme une étape de promotion et de lancement de la campagne promotionnelle à l'international des Jeux méditerranéens. C'est une opportunité en or pour nous. On saisit à chaque fois ce genre d'opportunité pour, bien sûr, être visible et sensibiliser sur ce grand événement. Et puis surtout, pour qu'on se rende, on s'exerce
nos équipes acquièrent de l'expérience, prennent possession des lieux, parce que c'est là où va se passer la cérémonie d'ouverture. Donc c'est quelque chose de très émouvant et de très important pour nous. Tout à fait. Eh bien, on va se régaler ce soir avec, bien sûr, ce match Algérie-Libéria, un match amical très symbolique au niveau donc, de ce nouveau stade à Oran. Voilà. Exactement. J'espère que les gens prendront du plaisir à regarder ça et puis à soutenir et à savoir qu'on est pratiquement à J-365 des Jeux méditerranéens. Oui. Donc ce sera le lancement bientôt le 25 juin, le lancement du compte à rebours. Une année avant les Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite énormément donc, de courage pour continuer votre belle mission. Vous avez donc la lourde tâche d'organiser les Jeux méditerranéens. Vous êtes le directeur général des Jeux d'Oran et donc Jeux méditerranéens d'Oran. On vous dit bonne chance et merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin par téléphone. Merci à vous et j'espère la prochaine fois physiquement parmi vous, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Bonne journée et bon courage. Merci. À vous aussi. Merci, madame. Voilà. Et puis, on va voir, Inch'Allah, dans un moment aussi, retour en images à travers donc, le noir et blanc, des images olympiques et la participation algérienne des Jeux dans un moment. En tout cas, on vous dit merci. Merci d'avoir été parmi nous. Merci, Emel, pour l'invitation. Donc, ça me fait énormément plaisir. J'espère avoir répondu un petit peu aux attentes des candidats. Donc, très bien. On leur souhaite toujours, d'abord mes félicitations anticipées pour ceux de la 5e. Bon courage pour ceux du BEM et beaucoup de courage pour ceux du baccalauréat. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Merzouk Smail, je rappelle que vous êtes un inspecteur d'éducation, donc d'éducation nationale. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Eh bien, on parlait donc des Jeux Olympiques, on va voir en image justement cette cérémonie où l'Algérie prenait part. C'était donc l'actualité nationale, regardez en image, on se retrouve juste après. C'était en 64. Maintenant palpitant que ceux de Tokyo. Des jeux parsemés de surprises comme la victoire à la perche de l'américain Hansen alors que l'on attendait son compatriote Penel. Aux 5000 mètres, tous les spécialistes n'avaient Dieu que pour le français Michel Jazzy en maillot foncé au milieu du peloton. Super favori de cette finale, Jazzy a voulu trop bien faire. Il démarre un peu vite. Dans la ligne droite, c'est fini. Il est passé par les Américains Schul et Dellinger ainsi que par l'Allemand Norpot. Jazzy perd la course et Schul, le vainqueur, sera le premier à le consoler. La finale du 4 x 100 mètres, c'est l'une des épreuves les plus magnifiques de ces Jeux. L'Italie, la France, la Jamaïque, le Venezuela, l'URSS, la Grande-Bretagne, la Pologne et les États-Unis se sont battus au coude à coude jusqu'au dernier relais. Mais là, personne ne pouvait rien contre Bob Ice, la fusée noire américaine qui donne la médaille d'or à son équipe. Voilà, c'est terminé. On a amené le drapeau olympique et les 8000 athlètes et les 100 000 spectateurs ont chanté ensemble « Ce n'est qu'un au revoir » avant de se donner rendez-vous dans 4 ans à Mexico. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire.
Voilà, et puis merci à Sabrina Khlifi de nous avoir fait revivre ces bons moments des Jeux Olympiques de Tokyo. C'était en 1964, noir et blanc. Rappelez-vous, donc certains peut-être ont vécu cette année-là. Et puis on dit bonne chance à toutes nos équipes qui s'apprêtent à partir en juillet, au 23 juillet, donc à Tokyo pour représenter leur nation, bien sûr. Et puis bien sûr leur discipline. Nous allons parler d'un tout autre domaine, celui donc de la confiserie, celui donc de l'agriculture. Il faut dire que vous avez pu voir sur les étals des marchés les cerises, c'était la pleine saison. Miliana est renommée et réputée pour cette belle production de cerises. Tlemcen également et bien d'autres aujourd'hui font l'apanage aussi donc de leur région. On va en parler puisque le premier salon de la confiture a pris bien sûr son envol et ça va débuter dès ce week-end. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de retrouver Madame Hassiba Djezzar. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs, ravi d'être parmi vous. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez rapporté donc des confitures parce que vous êtes passionné par tout ce qui est confiture, confiserie. Oui. C'est votre passion puisque d'abord vous êtes cadre au niveau professionnel et bien entendu vous êtes donc originaire de cette belle région, Miliana, ville d'histoire. Et vous allez participer pour la première fois? Non, pour la deuxième fois. La première fois, c'était le mois de mars dernier. Oui. Et j'étais... toutes sortes de confitures cette fois-ci. Toutes sortes de confitures, mais les fruits de saison. Voilà, les fruits de saison. Avec l'association Les Amis de Miliana. Mehdi Lotfi, était venu sur notre plateau. On en avait parlé, bien sûr. Et puis, ça continue avec d'autres passionnés qui rejoignent le groupe. Oui, voilà. Donc... le salon sera le 19, ce samedi. C'est au musée de l'Emir Abdelkader du centre-ville de Miliana. Voilà. Et puis bien sûr, la cerise. C'est vrai que la cerise est un fruit très, très apprécié par tous, de par sa couleur, de par aussi ses grappes aussi qu'on retrouve sur l'arbre. C'est magnifique. Ses variétés aussi. Ses variétés, parce que vous travaillez, vous me disiez, avec une variété particulière. Oui, on a à Miliana, on a plusieurs variétés. On a 3 variétés qui sont connues. On a le Bigaro. C'est une peau épaisse. Une chair assez épaisse, ferme, brillante, de couleur. D'un côté, elle est blanche, l'autre côté, elle est orangée. On a une autre variété, c'est le tigré. Qui est moucheté, qui est un peu foncé. Et on a le merisier. Oui. Le merisier, c'est la merise. C'est la merise où on peut l'appeler la cerise des oiseaux. D'accord. Oui. Elle est très convoitée. C'est vrai qu'ils viennent picorer dedans parce que c'est un fruit. D'abord, c'est la couleur qui les attire. Et puis, bien sûr, le fruit charnu qui est aussi très convoité par les petits passereaux. Et on a aussi le cœur de pigeon. Ça ressemble au Bigaro. D'accord. Et on appelle ça cœur de pigeon parce que ça ressemble au cœur du pigeon. D'accord, très bien. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de régions qui se lancent dans cette agriculture. L'agriculture donc de cerisiers, et ça a très bien donné en Algérie. Oui, elle est comme Tlemcen, il y a aussi Tizi Ouzou, il y a aussi Médéa, mais à Miliana, c'est la plus connue, c'est la plus connue en Algérie. Elle est classée normalement la première, vu sa chair, vu sa brillance, oui, parce qu'à Miliana en plus, on a une eau très comment dirais-je, qui s'y prête. Qui s'y prête très bien pour l'agriculture et pour justement l'irrigation. Très bien, l'irrigation naturelle. Très bien. Alors on va voir ensemble cette belle région puisque vous nous en faites donc la promotion. On va vous suivre à travers aussi l'association Les Amis de Miliana. C'est Sihem Knouch qui est allée à la rencontre de cette association. Elle nous fait la visite à Miliana. Miliana, ville des platanes, des cerises et de l'air pur. Plusieurs familles milianaises ont décidé de se regrouper pour aller visiter les alentours, pour monter jusqu'à Sidi Boumsabih. Mais avant, un tour au marché est obligatoire.
La matinée était pluvieuse. Sur les étals du marché, un dégradé de couleurs. Les cerises étaient bien présentes. À quelques encablures de la ville, les hauts de Sidi Boumsabih font face au rocher El Markab. C'est ici qu'à une certaine époque, les habitants de Miliana ont été exilés. Ils regardaient de très loin leur ville habitée par des colons. Et ils ne devaient pas y accéder. Donc on participe activement, en famille, même en famille avec les enfants, pour transmettre le message, transmettre l'histoire de notre pays et aussi mettre en valeur l'identité algérienne. Quand on vient d'Alger ou on vient de n'importe quelle ville actuellement avec la pollution des voitures, donc là c'est des bouffées d'oxygène naturelles, c'est ce qu'on appelle le bio. Oui, c'était une très belle journée. J'ai couru, j'ai joué. Une bonne marche sous une petite pluie du mois de juin. Et si les cerises étaient déjà sur les étals du marché, les amandes, quant à elles, toujours accrochées à leurs branches d'un verre qui se dit dans la région un verre fréqué. En face, le Zekar, témoin des événements du passé. L'association des Amis de Miliana a organisé cette sortie. C'est une petite balade pour les familles. C'est dans le but de développer le tourisme culturel et le tourisme de montagne dans un endroit historique. Et surtout cette région au pied du Zakar, elle est connue par les amandes, mais aussi par la bonne cerise de Miliana. Sidi Boumsabih, au cœur du Zakar, un lieu chargé d'histoire, un lieu qui nous raconte le passé de la ville de Miliana, visité souvent par ses enfants. Sur le plateau, on a justement parlé de ces belles confitures et surtout de ces bonnes dégustations à travers la visite. Donc, Madame Hassiba Djezar nous parlait de tous ces fruits dont elle est fière de la région de Miliana, entre autres des fruits de saison. En ce moment, la prune, par exemple, le berkouk. Oui, elle est très connue chez Miliana, donc la Reine Claude, dont on a un quartier nommé Ain Berkouk. D'accord, carrément. Et c'est une, comme je vous l'ai dit, c'est un fruit qui est vert. Une prune très verte mais très sucrée. Oui, on a l'impression qu'elle sera acide mais finalement elle est très bonne. Oui, elle est très bonne. Et vous en faites des confitures, j'imagine. Bien sûr, des confitures. On fait des conservations. Il y a des raisins aussi, des prunes. Alors c'est une région très agricole où il y a de bon nombre de fruits et vous êtes justement dans la famille. Tous les Milianais sont connus pour faire de bonnes confitures. Oui. Alors l'été, c'est les coings et les agrumes. Les coings, c'est l'automne. Oui. Et les cerises, on a 2 saisons de confiture. Voilà. Bon, on a des fruits de saison quand même, mais on est très connu par 2 saisons de confiture. La saison d'automne, elle est connue par le coing. Il est très très. Et les agrumes aussi. Les agrumes aussi. On a le cédra, on a l'orange amer, on a l'orange, voilà, le cédra. On a le pamplemousse, les oranges. On a le bégaradier. Voilà, donc on a plusieurs variétés, bien sûr, d'agrumes qui, bien sûr, font la fierté de la région. Oui. Et le savoir-faire de ces dames qui font des confitures depuis de nombreuses générations, de mère en fille. Mais il y a une différence. Il y a une différence de la manière dont on fait la confiture, parce que autrefois les femmes n'avaient pas de réfrigérateur et tout, donc on mettait plus de sucre. Donc, et maintenant on a diminué le sucre. C'est mieux. Vu qu'on maîtrise bien la conservation et la stérilisation. Très bien. Et voilà, donc on peut garder la confiture des fois jusqu'à 1 année, 2 ans. Quand vous n'avez pas de gourmand à la maison. Bon, oui, c'est vrai. Alors, vous allez peut-être nous donner quelques recettes. La recette de cette belle confiture de cerises, elle est plutôt claire. Alors, vous me disiez tout à l'heure que justement cette variété Bigarro est choisie pour faire de bonnes confitures. Oui, donc je préfère, bon, on peut utiliser le tigré, mais je préfère utiliser le Bigarro parce que le Bigarro, il est un peu acide, non trop sucré. Donc, on utilise cette variété de cerises pour la réalisation. C'est pas sucré, c'est très bon. Alors, vous mettez du sucre dans un peu d'eau. Non, pas d'eau. Je diminue le taux de sucre. Oui. Je diminue le taux de sucre et voilà.
Directement, vous jetez? Directement, oui. On le fait la première fois à la vapeur ou, oui, ou le bouillir, bien sûr, c'est la même chose. Et puis, on met le taux de sucre et c'est bon. C'est bon. Et la confiture est là. De très beaux pots que vous allez exposer. Ça donne envie. Des pots que vous allez exposer pour la première fois, puisque c'est le premier rendez-vous donc avec le salon de la confiture de cerise. Il y aura donc combien de participants avec vous? Je ne sais pas exactement. Bon, vous connaissez pratiquement. Oui, on se connaît parce qu'on s'est vu. Voilà, et c'est des familles de Miliana, donc on se connaît très bien. Et à chacune va valoriser un petit peu son savoir-faire. Voilà. Et vous serez bien sûr là pour faire des dégustations au public. C'est sûr. Le rendez-vous est pris. C'est sûr, oui, c'est sûr. Donc, marhaba si vous voulez venir. Très bien. Alors, on rappelle le rendez-vous, ça sera ce samedi à partir de 9h du matin au niveau du musée communal Emir Abdelkader. Et vous serez bien sûr nombreuses et nombreux à montrer votre savoir-faire et surtout parler de la cerise de Miliana. C'est une façon aussi de valoriser cette belle production cette année. Oui, c'est sûr. Et on a aussi un projet pour la confiture, en général pour les diabétiques. D'accord. Très bien. Donc, c'est bien de penser à eux, mais on n'utilise pas le sucre, parce que le sucre, on est connu à Miliana par le sucre de raisin, rob. D'accord, très bien. Donc, le sucre de raisin, on connaît qu'il est ami avec les diabétiques. L'indice glycémique est très bas. Donc, on est en projet de faire des confitures avec cela. Avec cela. Vous êtes dans la recherche alors. Oui. La recherche et surtout vous pensez à toutes ces personnes diabétiques qui ne peuvent pas se permettre de manger beaucoup de confitures malheureusement. Ils peuvent goûter mais faire très attention parce que c'est vrai que c'est riche en sucre. C'est très sucré. C'est ça en fait la meilleure manière de pouvoir conserver des fruits toute une année. Malgré que le taux de sucre est un peu bas, comme vous nous l'avez expliqué. C'est relativement bas. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des réfrigérateurs pour pouvoir conserver ces belles préparations. Très bien, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On a été ravis de vous recevoir. Je rappelle, Hassiba Djezar, vous êtes exposante. Vous êtes aussi cadre dans la vie, on va dire, donc niveau de Algérie des eaux, c'est ça? Voilà. En tout cas, bonne chance à vous pour ce que vous faites. Et puis, bonne présentation, bon salon. Merci à vous. Un dernier mot peut-être? Oui, merci à vous. Merci à l'Association des Amis de Miliana. Je précise, Monsieur Docteur Lotfi Khouatmi. Et je remercie ma famille, mes amis, mes collègues et tout le monde et à vous aussi. Merci beaucoup, bonne chance. Merci. Et puis rendez-vous pris, ne ratez pas, allez du côté de Miliana ce samedi à partir donc de 9h du matin. Vous allez vous régaler avec ces belles présentations de confiture de cerises. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie. On vous donne rendez-vous dès demain à partir de 9h du matin avec Nour Houda Bouzguew. Et puis nous, on se retrouvera dès la semaine prochaine. Au revoir et bonne journée. Merci.